du pacte citoyen républicain de notre pays. Son impartialité, sa capacité à assurer un équilibre entre prévention, sanction, réparation et protection des libertés individuelles sont au cœur du bon fonctionnement de la société. En vue de vulgariser le droit et de le rendre accessible à tous, désormais sur les ondes d'ADK Télévision, votre magazine juridique vous est offert 2 fois par mois. Il s'agit d'un grand tribunal où différentes thématiques seront abordées, avec un nombre de droits et bien d'autres rubriques pour vous édifier davantage. Chers téléspectateurs, vous aurez droit à 4 rubriques. La thématique du jour, cas pratique, procédure et caractère de nombre de droits. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du droit. Pour participer aux différents procès de notre tribunal, fidèles téléspectateurs, vous pouvez envoyer vos réactions via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et bien sûr sur notre page Facebook pour cette première livraison de votre magazine juridique au cœur du droit. Nous allons nous appesantir sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Oui, qu'est-ce que l'expropriation pour cause d'utilité publique? Et pour en parler, nous accueillons Dr Essomba, enseignant-chercheur à l'Université de Douala. Bonsoir. Bonsoir et salut à tous les téléspectateurs d'ADK. Alors, vous avez soutenu votre thèse de doctorat en 2012 sur la problématique, le domaine du pouvoir réglementaire du Premier ministre au Cameroun. Alors aujourd'hui, comme je le rélevais tantôt, nous allons nous appesantir sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais déjà, il faut rappeler que la loi numéro 2004, barre 011 du 26 mars 2004, portant procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, définit en son article 1er que l'expropriation est une procédure qui permet à la puissance publique d'obtenir, sous forme de cession privée, à son profit une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'une indemnité juste préalable. Alors, de façon claire, quelles sont les conditions d'existence et de mise en œuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique? J'avoue que vous l'avez très bien défini en tirant déjà le fondement de la loi. Alors, vous savez, les conditions pour qu'il y ait une expropriation pour cause d'utilité publique sont simples. La première, c'est qu'il y ait la manifestation d'une déclaration d'utilité publique. Et cette déclaration d'utilité publique est justement manifestée par l'autorité du ministre des Affaires foncières et domaniales, ou des Affaires domaniales et foncières. Donc, à partir de là, dès que cette déclaration d'utilité publique est manifestée, on en a bien donc à la négociation avec le propriétaire de l'immobilier qui détient justement un titre foncier. Parce que il faut avouer, comme vous l'avez dit tout à l'heure au niveau de l'indemnisation, on ne peut pas procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique si dès lors que le propriétaire lui-même n'a pas de titre foncier. C'est-à-dire que c'est certification foncière. Alors donc, l'une des premières conditions, c'est que le terrain ou l'immobilier exproprié doit appartenir à un particulier. D'abord, c'est la première condition. Et l'autre condition, c'est que après que ce terrain soit déclaré d'utilité publique, justement, il s'engage entre le propriétaire de l'immobilier et l'administration une négociation pour l'évaluation de l'indemnité juste et préalable, comme vous l'avez évoqué, pour pouvoir être versé au propriétaire. Parce que vous savez qu'à partir de cette expropriation, il y a une cession de propriété, c'est-à-dire qui quitte du particulier vers la puissance publique ou, si vous voulez, vers les personnes morales de droit public, c'est-à-dire notamment l'État, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics. Donc, la condition fondamentale également qu'il faudrait relever, c'est qu'il faudrait que cette expropriation soit d'utilité publique, c'est-à-dire que serve pour l'intérêt général et non pour l'intérêt des particuliers. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant l'expropriation. D'accord. Partons du dualisme juridictionnel. Quelle est la juridiction compétente pour connaître d'un litige ou encore d'un contentieux né de l'expropriation pour cause d'utilité publique? Oui, j'avais oublié d'indiquer que lorsque l'utilité publique est déclarée, le dernier acte qui mérite d'être pris pour que ce terrain rentre définitivement dans le giron du domaine de l'État, il faudrait que la déclaration d'utilité publique soit prise par décret du Premier ministre. Et vous convenez maintenant, moi, ça rejoint la question que vous posez, c'est-à-dire que dès lors que l'acte déclaratif d'utilité publique est pris par le Premier ministre chef du gouvernement, vous convenez alors qu'il s'agit là d'un acte administratif donc, qui mérite d'être porté en cas éventuellement d'un litige à la connaissance du juge administratif.
Mais notons, pour l'indiquer, que le contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique fait intervenir l'organisme juridictionnel, vous l'avez si bien mentionné. C'est-à-dire que, s'agissant du contentieux de l'indemnisation, on se rend bien compte ici que ce n'est pas le juge administratif qui est compétent, mais c'est le juge judiciaire. Parce que l'indemnisation est considérée comme un bien, c'est-à-dire indiquant la propriété d'un particulier. C'est pourquoi cette protection n'est pas faite par le juge administratif, mais plutôt par le juge judiciaire. Donc, le contentieux de l'expropriation pour utilité publique convoque à la fois l'intervention du juge administratif lorsqu'il s'agit justement d'attaquer l'acte déclaratif d'utilité publique. Maintenant, au-delà de cela, le contentieux de l'indemnisation, justement, incombe à la compétence du juge judiciaire. Alors, quand vous parlez du juge judiciaire, il faudrait relever qu'il y a le juge judiciaire civil et le juge judiciaire pénal, c'est-à-dire répressif. Qu'en est-il si on était en face du juge répressif? Oui, le juge répressif a une compétence large. Vous savez, le juge répressif peut connaître à la fois des actions en indemnisation, comme il peut connaître des actions en réparation, enfin, des actions en réparation. Et il peut le plus et le moins. Voilà, non, pas du tout, pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que le juge répressif peut à la fois connaître d'une action civile, c'est-à-dire en réparation, et il peut également, le juge répressif peut également prendre des sanctions, comment dire, répressives à l'endroit, certainement, de l'auteur fautif. D'après les articles 6 et 7 de la loi numéro 85-09 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités même d'indemnisation. Alors l'indemnisation porte sur la personne morale qui prend la mesure, bénéficiaire même de cette mesure, et il faut aussi relever que l'indemnisation porte sur un dommage matériel, certes direct et immédiat, vis-à-vis de la personne qui a été victime de cette éviction. Revenons un tout petit peu sur l'indemnisation de président. Oui, vous savez, l'indemnisation relève de la compétence de l'administration qui évalue en relation avec le propriétaire exproprié le montant à verser, c'est-à-dire que la valeur vénale à verser. Vous savez, si vous avez construit votre immeuble à 10 millions, je crois que lors de la mise en œuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, vous pouvez demander 20 millions, sachant que justement, l'administration ne va pas totalement accéder à toute cette demande. C'est-à-dire qu'on peut, comment dire, vous proposer un prix qui ne puisse peut-être pas répondre à la valeur du bien qui fait l'objet de l'expropriation. Mais généralement, il est indiqué que l'exproprié puisse élever le prix de l'indemnisation et l'administration va donc apprécier et lui verser une quote-part. Et c'est à cela que, s'il n'est pas d'accord de l'indemnisation, il pourra la contester, c'est-à-dire auprès du juge judiciaire. Est-ce que la suite est toujours favorable? Oui, la suite est favorable, mais l'important c'est de savoir s'y prendre. Parce que lorsque vous prenez mal, vous savez, le respect de la procédure est le garant du résultat. C'est-à-dire que si vous enclenchez une mauvaise procédure, ce qui est évident, c'est que le résultat ne sera pas probable. Donc, dans le cas de l'espèce, le contentieux de l'indemnisation, les gens l'ont toujours oublié, ou fin de l'ignorer, relève la compétence du juge judiciaire. C'est pourquoi tous ceux qui partent saisir le juge administratif, lorsqu'ils se posent avec acuité le problème de l'indemnisation, ont toujours perdu le procès. Alors avant, la jurisprudence camerounaise inspirée de la jurisprudence française disait ou encore relevait que les lames ne se monnaient pas. Mais on se rend compte qu'avec l'évolution de la jurisprudence tant camerounaise inspirée sur source d'inspiration française, les lames non se monnaient. On parle ici du calcul du gain. On parle du calcul du gain et pour reprendre le professeur Abané, la perte d'une chance heureuse. Revenons un peu, quel est votre regard par rapport à l'évolution de la jurisprudence? Il faut pouvoir l'indiquer avec justement, avec bonheur, l'évolution de la jurisprudence sur la question. Vous savez, il était indiqué au départ qu'on ne pouvait pas quantifier les larmes. Pleurer, ça remplit deux flux. On va vous dire qu'on ne peut pas le quantifier en termes financiers. Or, depuis l'arrêt Tissera en France et l'arrêt d'Amke Dieu Youm au Cameroun, désormais, le préjudice moral est réparable. Vous savez,
dans l'affaire Dame Claudie, c'est une dame qui perd son fils à la suite d'un accident causé par un véhicule administratif. Et vous voyez donc que le juge a estimé qu'il s'agit d'une douleur morale qui mérite d'être réparée parce qu'une dame qui perd son fils unique, âgé de 12 ans, ce qui était certain, c'est qu'il se pourrait que à la suite des manœuvres médicales, la dame avait subi une chirurgie qui ne lui permettait plus d'accoucher. Et vous voyez, c'était dans son fils unique. Le juge a estimé que cette douleur morale mérite d'être réparée. Donc, à partir de là, il a estimé que les larmes peuvent se mourir. Dans le cadre d'une famille, un enfant vint à rendre l'âme. Alors là, il y aura indemnisation de la maman ou encore des parents même de l'enfant qui n'est plus super. Oui, il y aura une indemnisation, puisque l'enfant n'y est plus, c'est la maman qui va bénéficier, et ou du moins les ayants droit. Si le père est là, il va bénéficier. Si les parents ne sont plus là, c'est le tuteur, c'est l'oncle. Donc, tous les ayants droit en fait. C'est-à-dire qu'un tuteur qui peut se prévaloir d'avoir élevé l'enfant peut justement demander l'indemnisation, la réparation indemnitaire. Comment se fera le calcul des gains, étant donné qu'il s'agit d'un être humain, d'une vie? Oui, vous savez, puisque, comment dire, on ne peut pas vous restituer un être humain, voilà, on ne peut pas vous restituer un être humain, c'est qu'il faut qu'on évalue, c'est-à-dire qu'on peut évaluer, si l'enfant a 12 ans, on se dit, il fait quelle classe, la maman a pu dépenser peut-être de 3 ans, il allait à l'école, chaque année elle dépensait combien, voilà, on peut imaginer qu'entre-temps, il est tombé malade plusieurs fois. Et voilà, donc c'est sur ces bases-là, c'est-à-dire que c'est sur ces éléments qu'on s'appuie, c'est-à-dire que l'enfant a 12 ans, il fait quelle classe, la maman a payé la pension durant combien de temps, et on évalue la pension payée, on évalue les risques, ou du moins les moments lors desquels il est tombé malade. Donc vous voyez que c'est sur ces éléments-là en fait qu'on s'appuie, parce qu'on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas, l'homme n'est pas une monnaie de rechange. Donc c'est difficile de croire que l'échange est possible, non. Mais on s'appuie sur ces éléments. Et au final, on somme, ça peut faire donc dans peut-être les 10 millions, les 20 millions, ainsi de suite, pour regarder justement de l'âge de l'enfant. Et la restitution est faite? Oui, la restitution est généralement faite. Dans l'arrêt d'Amplodier, lui, elle avait bénéficié, je crois, de 13 millions de francs. C'est beaucoup en termes de réparation. C'est vrai que ce qui choque, où la question à choc, c'est simplement qu'on ne peut pas lui donner un autre enfant. Mais le juge a estimé que, au regard des dépenses effectuées par la maman, il pouvait élever le montant de la réparation à 13 millions. Alors, Dr Issoumba va prendre la rubrique cas pratique où on aura un vibrant témoignage d'une dame qui, jusqu'à nos jours, est sans repère, il faut le mentionner. Elle a bien, après maintes plaintes, maintes requêtes à l'endroit, formulées à l'endroit de l'administration, elle n'a pas une juge favorable parce qu'elle a été victime d'une éviction forcée. Jusqu'à ce jour, elle est sans repère, il faut le dire. Et elle a besoin de votre expertise, docteur, pour avoir une piste de solution ou encore un chemin qu'elle pourra parcourir ou encore prendre pour arriver au bout du tunnel. On va prendre devant cette dame et écouter, pourquoi pas regarder son témoignage. Tristesse, pleurs, désolation. Je suis veuve depuis 2011. On nous a cassés depuis 31 ans. Nous sommes dans la rue. Les enfants sont éparpillés de gauche à droite. Il y en a qui ne sont même pas allés à l'école. Il y en a qui sont devenus des prostituées. Nous voici depuis 31 ans dans la rue, ma fille. En tant que veuve, je souffre beaucoup. Je souffre. Et quand je vois les enfants, ça me... Je n'en reviens pas. Je souffre beaucoup depuis 31 ans. J'ai aujourd'hui 68 ans. Nous sommes dans la rue.
Beaucoup de douleur et de tristesse pour cette dame, on le ressent dans ces mots, une femme qui, toute sa famille a été dispersée, les garçons sont tombés dans la délinquance, les filles sont livrées à la prostitution. Aujourd'hui, elle dort à la Belle Étoile et elle a pu quand même avoir une petite maison, un petit domicile pour quand même garder ses autres enfants. On va le dire comme ça. Quelle est votre analyse par rapport à la situation, docteur? C'est une situation très émouvante et même très éprouvante de constater qu'une dame dont la maison a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ne puisse pas rentrer en possession de la somme indemnitaire qui est justement même prévue par la loi en vigueur. Et vous savez, ça fait très mal, mais vous avez évoqué une question, nous l'avons suivi. Ce que nous pouvons relever pour pouvoir orienter cette dame vers la voie de la légalité, c'est tout simplement qu'elle puisse adresser un recours, grâce au préalable, si vous voulez, un recours tout simplement au ministre des domaines des affaires foncières, parce que celui qui est le garant de la gestion de toutes les terres, surtout les terres qui ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Et si la démarche se révèle infructueuse, là maintenant, elle peut, dans les délais, ou du moins elle peut, dès qu'elle n'a pas eu la réponse du ministre, ou du moins que le ministre a gardé un silence, c'est-à-dire un rejet implicite, elle a donc, après le délai de 3 mois, si le ministre n'a pas réagi, elle peut éventuellement, dans ce cas, saisir le juge judiciaire pour une action en réclamation de sa somme indemnitaire due à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, si la première étape, c'est-à-dire le recours gracieux préalable à l'endroit du ministre des Affaires foncières est infructueuse, il faudrait qu'elle se rapproche maintenant des juridictions compétentes. Et là, il s'agit du tribunal administratif. Non, là, il s'agit du tribunal judiciaire. Je vous ai indiqué que lorsque c'est la contestation de l'acte, c'est-à-dire que l'acte administratif déclarant d'utilité publique le terrain exproprié, là, c'est le juge administratif, puisque le juge administratif connaît les actes administratifs unilatéraux, un peu comme nous l'avons vu dans l'affaire Ngong-Ganjak Martin, numéro 20 du 20 mars 1968, par la Cour fédérale de justice. Or, dans le cas d'espèce, j'indique tout simplement que la dame doit avoir engagé les voies administratives. Vous savez, il faut d'abord engager la voie de la concorde avant d'aller déclencher la voie juridictionnelle. Et notre procédure au Cameroun, surtout la procédure administrative contentieuse, l'impose. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par l'administration et c'est un cas d'insatisfaction que vous pouvez donc vous porter devant le juge. Donc, je dis que dans le cas d'espèce, la dame va saisir le ministre des Domaines des Affaires foncières. Après la date de la saisie, c'est-à-dire qu'elle attend 3 mois, si le ministre n'a pas réagi, ou du moins a réagi négativement, c'est-à-dire on appelle ça un rejet explicite, ou a certainement gardé le silence, un rejet implicite, là, la dame peut, à partir de là, saisir le juge judiciaire. Et là, il s'agira du tribunal de première instance ou bien de grande instance? Tribunal de grande instance, parce que ça va dépendre du montant voilà. Inférieur à 10 millions. Voilà, voilà, et à plus de 10 millions, c'est le tribunal de grande instance. D'accord. Alors, docteur Issobo, on va prendre la 3e articulation de cette émission qui est procédure, une rubrique qui présente les questions de procédure et la rédaction des actes juridiques. Il s'agit d'une occasion idoine pour vous à la maison d'être mieux renseigné, mieux éclairé sur un bon nombre d'éléments de questions de procédure. Et pour cette première livraison, on va apprendre ou encore s'intéresser à la présentation des différentes juridictions et leurs compétences, tant territoriales que matérielles. Et on va le prendre avec M. Michel Poignet, juriste conseil.
Vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos réactions au numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou encore sur notre page Facebook. Des réponses vous seront données si vous avez été victime d'une expropriation pour conduite publique et vous êtes dans une situation assez déplorable comme celle de la dame. Pourquoi pas envoyez-nous vos messages et vos problèmes. On pourra, avec Dr Essomba, vous éclairer davantage et surtout qu'aujourd'hui, on a relevé à travers la rubrique procédure les différentes juridictions et leurs compétences, et comme je le relevais, compétences territoriales et comme matérielles. Maintenant, du sérieux à la découverte, on va retirer tout petit peu la casquette de Dr Essomba, on va voir l'homme qui se cache derrière. Vous êtes prêts à vous revoir à la barre du tribunal de Cœur à Cœur? Je suis plus que prêt. D'accord. Cœur à Cœur avec un homme de droit, c'est maintenant et c'est tout de suite. Bonsoir, Dr Essomba, et bienvenue au tribunal de Cœur à Cœur avec un homme de droit. Merci de m'avoir convié à cette belle émission. Alors, comment vous allez? Oh, très bien, toujours très, très dynamique, très actif lorsque je suis sur un plateau de télévision. D'accord, super. Alors, avant toute chose, et en vertu de la loi, vous allez lever la main droite et vous allez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, parce que nous sommes au tribunal de Cœur à Cœur avec un homme de droit. Bien, étant au tribunal du Cœur à Cœur avec le droit, alors je lève la main droite, voilà. Alors je dis la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité. Super. Alors, Dr Essomba, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Douala. Vous avez soutenu votre thèse de doctorat en 2012 sur la problématique du domaine du pouvoir réglementaire du Premier ministre au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit ou encore poussé à faire des études de droit? Accident de parcours? Non, pas du tout. C'est une fascination du professeur Roger Gabriel, paix à son âme. Je dois vous dire que quand j'entre en première année à l'université, mon objectif principal, j'allais dire ultime, c'était de devenir avocat. Bien entendu, parce que j'ai été fasciné par l'avocature. J'avais vu un jour un avocat plaider pour son client et ça m'a marqué depuis la plus enfance. Oui. Dans mon objectif premier, reconduisant à m'inscrire à l'université, surtout à la faculté des sciences juridiques et politiques, c'était de devenir avocat. Alors, j'assiste au premier cours de ce monsieur qui commence à faire le cours sans document sur lui. Oui. Et on se met à écrire plusieurs pages. Voilà comment je suis fasciné. J'ai dit non, l'objectif qui était initial de devenir avocat s'est transfiguré à celui de devenir enseignant d'université. Mais ce n'est pas très loin. Vous savez que oui. Après 15 ans d'enseignement, je suis libre maintenant d'entrer dans l'avocature. L'avocature. Super. Alors, si vous reissiez, quel métier auriez-vous choisi? Ça veut dire, outre l'avocature ou encore l'enseignement dans une faculté de sciences juridiques et de droit, voilà. Quel est d'autres métiers pourquoi pas, qui vous fascinent? Outre l'avocature? Oui, j'aurais toujours fait le droit, mais souhaité être soit magistrat, soit administrateur civil. Vous savez, c'est plus tentant, gouverneur, préfet, sous-préfet, voilà, parce que les gens avaient toujours estimé que j'ai la carrure d'un préfet, d'un sous-préfet, oui. Pourquoi pas d'un gouverneur. Donc, c'est peut-être ce que j'aurais pu souhaiter faire, c'est-à-dire que m'inscrire, faire le concours de l'ENAM et devenir soit administrateur civil. Donc, on se rend compte que tout tourne autour du droit et surtout le droit public. Oui, justement, c'est-à-dire que, enfin, le droit en général, parce que c'est aujourd'hui que nous assistons à cette séparation, parce que quand nous avons fait le master, il n'y avait que 4 matières qui nous séparaient les privatistes. Oui. Donc, on avait une formation de droit commun, enfin une formation commune, qui maintenant nous séparait à partir de 4 matières que vous aurez choisies comme matières spécifiques. Qu'est-ce que vous déplorez dans votre métier d'enseignant? Ce que je dois déplorer, qui est d'ailleurs bien, c'est nos conditions de vie, notre statut, qui n'est pas relevé à son haut niveau. Vous savez, le corps de l'enseignant, c'est le corps des corps. C'est nous qui formons les autres corps. Et vous savez, une nation ne peut se développer sans ses éminences grises. Parce que vous voyez donc que c'est un peu ça. Je dois vous dire que quand nous faisons une comparaison, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais ça nous permet quand même de créer une distinction pour voir un peu comment les autres sont traités
dans d'autres pays. Je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, un enseignant qui a mon grade, c'est-à-dire docteur chargé de cours, est à 1,1 million francs. Alors nous n'avons même pas le tiers de cela. Chose qui n'est pas... Voilà, ça veut donc dire que peut-être c'est le regret, même pas le regret en tant que tel, parce que vous savez, l'enseignement est sacré. Quand vous avez formé quelqu'un, ce qui est évident, c'est que ce feu sacré du savoir ne s'éteint pas. Et le jour où vous avez des gens qui ont des actes de reconnaissance ou de gratitude envers vous, vous pouvez aussi émerger. C'est un peu ça. À présent, c'est côté secret, jardin secret, côté intime. Quand vous regardez une femme, oublions qu'il y a les caméras, on oublie tout là. Je pense que le réalisateur a tout coupé. Quand vous êtes en face de femme, qu'est-ce que vous regardez en premier? Un peu comme là de toi, la forme. D'abord les formes. Des formes généreuses. Voilà, d'abord les formes. Bon, je ne suis pas un accro des couleurs, c'est-à-dire c'est pas tout la couleur blanche qui m'attire forcément. Le teint commercial. Voilà, le teint commercial comme on dit souvent, mais c'est d'abord la forme. Parce que comme on dit dans le droit, la forme conditionne le fond. Alors on s'imagine déjà que si une femme est bien mise, elle a une forme qui attire. Bien soignée. Voilà, bien soignée, ce qui indique que le fond peut également vous convaincre. Maintenant, le fond, ce sera quoi? C'est peut-être le comportement, l'attitude, comment dire, le respect qu'elle peut vous ouvrir, et ainsi de suite. Parce que vous savez, je vais vous dire, quand vous tombez sur une femme à qui vous donnez un premier rendez-vous à 16h, elle arrive à 16h, ça vous marque. Ce n'est pas forcément au-delà, ce n'est plus la forme physique, mais maintenant c'est les aptitudes qu'elle a à pouvoir respecter un rendez-vous. Et les gens ont souvent ignoré, la ponctualité c'est un élément de conviction. Quand vous êtes ponctuel à quelque chose, on vous invite à vous êtes là à l'heure, ça fait de sorte que pour quelqu'un qui a de l'expérience, il saura que non, ça c'est déjà un grand fond. Parce qu'elle commence à arriver à l'heure au rendez-vous. Bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes arrivé de draguer une femme? Après le mariage, bien sûr. Bon, je vais le savoir de me marier, je crois que là-bas, je vais encore. Je vais me marier ce samedi, donc je ne l'ai pas encore fait. Bon, si vous me disiez avant, là je serais d'accord. Mais vous êtes attiré par des femmes, bien que vous soyez marié. Il y a des femmes qui peuvent se présenter devant vous et vous soyez subjugué par sa beauté. Je vais vous dire une chose, la fidélité c'est pour la femme. Pourquoi je l'explique? Parce que, vous savez, c'est la femme qui porte toute une famille. Les gens l'ont souvent ignoré. Et je vais vous dire, si vous tombez sur une femme qui est infidèle et que vous faites les affaires, peut-être comme vous êtes dans les affaires, dans l'affairisme, ça va être difficile pour que ça marche. Vous voyez donc, la société est conçue de telle manière. Bon, c'est vrai que les femmes vont dire, si mon mari me trompe, je le trompe. Mais elles ne savent pas parce que dans le foyer, c'est la femme qui est le porte-étendard d'un couple. Le ministre de l'Intérieur. Voilà, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'à partir de l'amour qu'elle porte à son mari, elle porte aux enfants, et surtout des charges de la famille. Parce que moi, je vais vous dire, les affaires de la cuisine, je n'y entre pas. Vous voyez, quand il y a un problème de cuisine, je dis à madame, ok, allez gérer, ça c'est la cuisine interne. Donc, ce qu'il faille relever, c'est tout simplement que l'amour que vous pouvez vouer à une femme, surtout quand vous êtes marié, c'est de lui donner toutes les considérations. Faire de sorte que le respect, le dialogue, la considération, je dois vous dire, et lui faire confiance aussi. Parce que je dois vous avouer que moi, mon épouse, après il arrive le samedi, elle me dit, je veux sortir avec mes copines. Non, tu es tout à l'aise. Vas-y, madame. Vous n'avez pas le cœur qui bat à son lieu, comme on dit généralement. Vous voyez, non, pas du tout. À 4h30, il me dit, je suis en train d'arriver, je m'avais l'attendre en route, tu connais. Bon, vous voyez, c'est comme ça. Mais c'est difficile pour un homme d'être fidèle, surtout pour nous, les enseignants d'université. C'est-à-dire, vous pouvez refuser 5 offres des étudiantes, et ça, les gens, on le dit toujours, mais les gens ne font pas tout ça. Moi, l'année dernière, je tombe sur une première séance comme celle que je commence ce soir aux travaux dirigés. Je tombe sur une étudiante qui me suit après le cours, je leur ai expliqué la méthodologie, elle est séduite par le style, la manière. L'élégance, l'éloquence. Voilà, et tout cela. Elle me suit, elle me dit, monsieur, vraiment, vous m'intéressez, surtout que je vous vois très constamment à la télévision. C'est un plaisir pour moi de vous raconter, d'être mon charrette télé. Je dis, c'est très bien, est-ce que je peux avoir votre contact? Je lui dis non.
Il n'y a pas de souci. Vraiment, tout le moment, je suis le téléphone de madame. Elle dit, mais comment ça? Je dis, mais c'est le téléphone de madame, mais elle est perdue. Je lui dis, bon, quand j'achèterai un téléphone, vous ferez signe. Enfin, ça, c'était le dilatoire pour qu'elle puisse justement s'en aller. Mais à la prochaine séance, elle est revenue de manière décisive. Et c'est là que je demande, elle a quel âge? Elle me dit, elle a 19 ans. Je lui dis, non, c'est très tôt. 19 ans, vraiment. C'est vrai que tu es déjà un émancipé mineur, parce que tu es à l'université, mais pour moi, ça ne sonnera pas très bien. Donc, comme tu as appris à tu as 19 ans, tu as 2 ans. Ça fait donc qu'on pourrait être ensemble au niveau de toi. Si effectivement tu as un parcours sans faute. Oui. Voilà, donc. Et elle ne me retoque que non, elle connaît les hommes depuis l'âge de 16 ans, donc ce n'est pas une question d'âge ou de niveau intellectuel. Donc pour elle, 3 années d'expérience suffisent. Voilà. Vous voyez donc c'est à cela que nous vivons, c'est-à-dire que des pressions. C'est vrai que les pressions font aussi partie des anciens, mais moi je ne le fais jamais. Oui. Quand je compte fleurette à une étudiante, quand elle refuse, c'est-à-dire qu'elle est même à la limite mon amie. Parce qu'il faut éviter qu'elle a dit que, oh, bon, peut-être j'ai eu 5 parce qu'il m'a compté fleurette, j'ai refusé, et autant de choses. Donc il faut être très vigilant. Et vous savez, il y a le monde des anciens, le monde des journalistes, le monde des pasteurs, des prêtres. Il faudrait faire très attention. Parce que lorsque vous chutez sur le plan de l'amour, peut-être qu'une dame commence à vous accuser qu'elle subit des pressions, ça devient difficile pour vous. Et ça écorne à la limite votre image. Donc c'est ce qu'il faut forcément éviter. Vous savez, moi je dis tout simplement que, comme je l'ai dit à madame, je le dis toujours, qu'aucune femme ne viendra la bousculer. Le jour où une femme vient la bousculer à la maison, c'est qu'effectivement elle ressentira, elle va constater que je suis infidèle. Mais tant qu'elle est à la maison, elle n'a aucune influence, aucune femme ne l'appelle pour lui dire écoute, je suis avec ton mari, écoute, je suis son terreau. Elle comprendra donc qu'elle est son mari, elle doit lui faire entièrement confiance. Entièrement? Oui, à 100%. entièrement. Oui, parce que, écoutez, moi je dois vous dire, et c'est le professeur Nkoumoro qui le disait à l'émission La Reine, qu'il avait son épouse depuis 35 ans. Et aucune autre femme n'est venue la bousculer de la maison. Parce que vous savez, dès que vous êtes marié, c'est quand une femme sort, elle vient coller la maison, elle dit madame, moi aussi je suis la dame, et c'est le suite, pourtant elle est mariée, c'est le système matrimonial monogamique, comme c'est le cas, en l'espèce pour moi. Donc vous voyez que ça devient compliqué. Alors pour achever sur cette question, je dis tout simplement que dans un mariage, c'est la confiance, c'est le dialogue, c'est l'amour. Et je le dis toujours que je ne pense pas aimer notre femme plus comme une épouse. Le mariage étant une institution divine, j'ai dit devant le maire que certainement le Seigneur a remis à mon épouse 2 choses. Une gomme, d'abord pour effacer mes tristesses, et justement une clé pour m'ouvrir la porte du bonheur. Donc je sens que le bonheur est à venir. Bon, on va quitter ce côté intime, ce jardin secret pour... on voudrait bien savoir, généralement il y a des personnes qui décèdent et c'est très visible. Aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un, demain la personne n'est plus. Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? On dira Dr Tsomba était un homme aimable, sympathique, un homme très ouvert, un homme assez éloquent, ou alors un homme plein d'amour? Non, on va simplement retenir que le Dr Tsomba est un homme humble. Je dois vous avouer que avant que je ne soutienne le doctorat, beaucoup estimaient que quand ce monsieur aura DR sur son nom, on ne va plus l'aborder. Or, je pense qu'après cette soutenance, les gens ont encore compris que je suis devenu plus petit. Je suis le seul enseignant qu'un étudiant peut aborder n'importe où. S'il a un problème, je lui donne une solution. Je dois vous avouer que quand il y a souvent des examens, mon téléphone crépite à tout moment parce que lorsqu'un étudiant lit son cours, même si c'est à 23h minuit, il n'hésite pas à m'appeler. Vous voyez, oubliant que non, c'est un professeur d'université qui a besoin d'une certaine heure du calme parce qu'il est peut-être déjà en famille, ainsi de suite. Donc, c'est ce que les gens retiendront beaucoup plus. Et je pense que pour grandir, pour comment dire, avoir un boulevard dans sa vie qui soit simple, il faut être humble. Alors, on retient que l'humilité précède la gloire. Ah oui. Alors, merci Dr Tsomba d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Je pense que la tribune de l'amour, hein, c'est comme ça que vous le... Le tribunal. Le tribunal. Le tribunal de cœur à cœur. Ah, le tribunal du cœur à cœur. Oui, donc, alors vous allez quitter Voilà. là-bas, voilà. Vous allez vous asseoir maintenant. Ok, merci. Comment vous sentez quand vous voyez cette petite Comment je vais dire, je me sens bien. Je constate aussi que j'ai été fidèle à les propos. Oui, ça dit que, enfin, fidèle et sincère, parce que, vous savez, en amour, hein, on le dit chaque fois, les éléments clés d'un amour, c'est la sincérité, c'est le dialogue, c'est la reconnaissance de la considération d'autrui, pour autrui aussi, si vous voulez. Donc, je me suis senti bien et je pense que madame qui va suivre cette émission va certainement se reconnaître dans les propos que j'ai avancés à la mairie, parce que vous savez, je vais le convoler à juste l'os, donc je me sens bien, je pense que madame va également apprécier le passage. Alors, merci Dante Somba d'avoir répondu à notre invitation du Grand Tribunal. Oh là là, c'est moi qui vous remercie et c'était un plaisir. Je me rends compte que les gens doivent s'approprier l'instrument juridique. C'est-à-dire qu'à partir de là, beaucoup de choses ne leur échapperont plus. Parce que vous voyez comme le cas que nous venons, le cas pratique que nous venons de traiter tout à l'heure, je pense que si la dame avait cette ficelle juridique, elle se serait en sortie depuis des lustres. Je serai toujours prêt à revenir lorsque vous allez me solliciter là, il n'y a pas de souci. Merci infiniment, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. L'intégralité de votre émission, c'est sur notre page YouTube, Au cœur du droit. Et les différentes actualités relatives à votre magazine juridique, Au cœur du droit, c'est sur notre page Facebook. Ce magazine vous permet, ou encore, rend le droit accessible, car nul n'est censé ignorer la loi. À très vite pour un nouveau numéro. Au revoir.